Jorge Campos. Attention, dans cet épisode, je vais vous parler d'une légende, un personnage emblématique du football et de son histoire. Il faisait la taille de Léo Messi. Et pourtant, il a marqué l'histoire en étant gardien de but. Un gardien de but de très très haut niveau. 30 buts en carrière, ça aussi c'est une anomalie. Et, parce qu'il faut marquer l'histoire, des maillots flashy qui sont devenus mythiques aujourd'hui. Les gardiens qui s'évadent des surfaces de réparation, c'est devenu monnaie courante. Mais l'un des grands précurseurs de cette mode, c'était bien Campos. À tel point que la FIFA, par son talent et sa spécificité en termes de profil, a dû changer ses règles pour que le football soit mieux cadré et surtout limiter l'influence de Jorge Campos. Vous l'avez bien compris, un gardien hors du commun, personnage mythique qui a marqué l'histoire. Forcément, ça fait un bel épisode dans Call Interview. C'est parti et c'est avec grand plaisir. Mais avant qu'on se plonge dans son histoire, comme d'habitude, soutenez le projet Call Interview. Vous avez vu, il y a beaucoup d'entretiens qui ont été préparés et il y en a encore plein à venir. De belles choses à vous annoncer pour cette saison 2025-2026. Alors abonnez-vous, partagez vos émotions en commentaire et parlez de Call Interview autour de vous. On a besoin de ça pour faire grandir le projet. C'est parti les amis. Il existe des footballeurs qui n'ont jamais connu de folle carrière dans des grands clubs européens, qui n'ont jamais eu de palmarès aussi long que le bras et qui n'ont jamais été nommés au Ballon d'Or, mais qui pourtant ont réussi à marquer les esprits, marquer l'histoire de notre football chéri. Et Jorge Campos, il entre dans cette catégorie. Son histoire, elle commence il y a 58 ans, le 15 octobre 1966, à Acapulco. Quand je vous dis Acapulco, tout de suite les images elles viennent. La plage, les cocktails, la détente, la mer, bref, le paysage parfait pour les vacances. Et c'est aussi du football. Parce que non, effectivement, il n'a pas commencé son amour avec le ballon rond sur des belles pelouses, ni même sur des terrains vagues, comme beaucoup de profils que je vous ai énumérés dans ce format, ni même sur du bitume. Son histoire d'amour avec le foot et le ballon rond, elle commence sur le bord des plages, sur le sable fin. Et c'est un beau début pour une très belle histoire. Courir sur le sable, jouer au foot sur le sable, on l'a tous fait. C'est hyper dur. Le lendemain, on se réveille avec des courbatures phénoménales parce que ça permet de travailler des muscles du corps bien précis et ce, en profondeur. Les abdos, les fessiers, les cuisses, les mollets, bref, vous avez tous vécu ça. Et ces muscles-là, ils sont primordiaux pour un footballeur. Ça va suivre Jorge tout au long de sa carrière. Le sable, ça fait aussi travailler l'équilibre, les appuis, là aussi. Aspect très important dans la carrière d'un footballeur, dans son quotidien. Ces deux aspects de son corps, de son jeu, vont marquer la carrière de notre ami Jorge. Mais il y a un autre élément physique, corporel, qui va le suivre tout au long de sa carrière, c'est sa taille. Plutôt courte, entre 1m68 et 1m70, selon les sources, ça varie un peu. Pour vous faire un dessin, imaginez Léo Messi, quoi. Tout ça, ça s'explique par déjà une petite taille, physiquement il est petit, mais aussi par une croissance très tardive qui fait que tout au long de son enfance et même de son adolescence, il a toujours 2 têtes de moins que les autres. Difficile dans le football, surtout à l'époque où on mise beaucoup sur le physique. Enfin, on le fait toujours ça. Enfin bref, le papa, il veut lancer une association sportive, un petit club de foot local, et il veut faire jouer le fiston. Mais il ne sait pas où. Alors il va le trimballer un petit peu à tous les postes, de gardien de but à attaquant, et c'est finalement aux 2 extrémités du terrain qui va être performant, notre petit Jorge. Il s'en fout d'où il joue. Lui, tout ce qui compte, c'est jouer au football. Et cette spécificité, cette caractéristique hors du commun, elle va attirer l'œil d'un club très populaire, très important, celui des Pumas Unam, à tel point qu'il va passer un test concluant avec le club, avec les équipes de jeunes, et c'est comme ça qu'il va faire son développement à Mexico. En 1986, le Mexique accueille la Coupe du Monde. C'est le rêve de Jorge Campos qui a 20 ans à l'époque. Mais les prestations, elles sont laborieuses. Il n'est pas du tout établi en équipe première et la sélection, c'est un mirage. Elle est hyper loin, donc impossible d'avoir une réelle ambition quant à ce mondial-là. Non, la vraie carrière en professionnel, elle débute 2 années plus tard, en 1988, mais là, il n'est que 2e gardien au sein de son club. Et comme attendu, il a atteint à peu près une dizaine de matchs sur la saison et évidemment, ce ne sont pas les matchs les plus importants. Alors, il ronge son frein sur le banc, il n'aime pas ça, il veut faire évoluer la situation. Il va faire pied et main pour convaincre son coach d'une idée un peu folle, essayez de vous mettre à sa place, de le faire jouer aux avant-postes. Il est fou, le gars. Mais il a de la suite dans les idées. Je ne jouais pas, il me mettait sur le banc. Donc j'ai dit au coach, je suis sur le banc, mettez-moi attaquant. À Acapulco, j'ai joué attaquant avec l'équipe de mon père. Donc j'ai commencé à m'entraîner en tant qu'attaquant et j'ai demandé au coach de me donner l'opportunité. Et au bout d'un moment,
il m'a fait jouer et j'ai marqué. Normal. Et pour la deuxième saison, notre petit gars, il va bien évoluer en tant qu'attaquant. Imaginez 2 secondes, essayez de vous remettre un petit peu dans le contexte. Vous supportez votre club, disons, je sais pas, de l'OM. Vous avez un jeune gardien qui intègre le monde pro la première saison en tant que deuxième gardien. Il fait quasiment pas de match, mais vous voyez quand même qu'il a un peu de potentiel. Bref, il doit grandir. La saison d'après, il évolue en tant qu'attaquant. Mais c'est pas tout. Il plante des buts, le mec. 14 buts sur la saison. Il va même être en compétition pour être le meilleur buteur du championnat. C'est lunaire. C'est quoi cette histoire? What the fuck? Et il va même finir meilleur buteur de son club sur cette deuxième saison. C'est n'importe quoi. Et ça va plus loin. Son club des Pumas va disputer la finale de la Coupe des champions de la CONCACAF. Et notre ami Jorge Campos, il va marquer en finale un but décisif qui permet à los Pumas de remporter la compétition. Rien que ça fait une vidéo. Rien que ça, je pourrais m'arrêter là, ça vous ferait une histoire de dingue, ça ferait une vidéo de fou furieux. Mais ça va plus loin. La saison d'après, pour sa 3e saison en professionnel, il a l'opportunité de rejouer dans les buts. Et c'est son poste de prédilection, c'est ce qu'il aime, évoluer entre les deux poteaux. Mais il aime aussi beaucoup marquer, il a pris goût à ça. Alors, difficile de prendre une décision parce qu'il adore marquer des buts. J'aimais marquer, parce que quand tu marques, tu cries, tu cours, tu sautes, et ça, c'est fun. Choisir, c'est renoncer. Alors, il va pas le faire. Il va décider d'évoluer aux 2 postes, le Mexicain. Il va être à la fois gardien et attaquant. Ça veut dire que par ses sorties farfelues, il va écœurer tout le monde, les attaquants adverses par ses arrêts, mais également les défenseurs adverses en rentrant en cours de jeu. À la mi-temps, il pouvait passer attaquant. C'est complètement dingue, c'est what the fuck. Imaginez dans le contexte actuel, Didier Deschamps qui met Mike Maignan au poste de gardien au début du match, il a besoin de soutien devant pour entourer Kylian Mbappé, boum, Mike Maignan, il passe 2e attaquant. Vous imaginez le bazar d'une équipe comme ça? C'est bien arrivé dans l'équipe de Jorge Campos. Les Pumas ont décidé d'adopter cette stratégie. Alors oui, les statistiques, c'est plus les mêmes que lors de sa 2e saison. Il n'est pas pichichi, il n'est même pas en lutte pour l'être. Mais il va marquer les esprits à tel point que c'est la sélection qui lui ouvre ses portes. Mais qui a déjà fait ça? La sélection mexicaine va l'accueillir, il est sélectionné. Le 20 novembre 1991, Campos il va découvrir la sélection. Il a droit à sa première cape et ça va durer 12 ans. 12 ans d'histoire d'amour entre sa sélection mexicaine et lui. Et ça, on peut dire que c'est une réussite. C'est une belle carrière quand même. Passer en sélection, ça va un peu lancer sa carrière. Parce qu'il faut l'avouer, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, le championnat mexicain, il est peu connu, voire complètement inconnu en Europe. Ouais, il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de diffusion, il n'y avait pas autant de football à la télé. En tout cas, le fait d'être exposé en sélection va lui permettre de grandir et de montrer ses talents très particuliers à la face du monde. En sélection, il va croiser la route d'un coach très important, César Luis Menotti, qui avait mené l'Argentine en 1978 avec Campos dans ses rangs vers le titre mondial. Et El Flaco, il aime qu'on joue le hors-jeu très haut, très très haut. Alors, avoir un gardien habile avec le ballon dans les pieds qui est capable de jouer en libéraux, ça aide un petit peu. Alors, comme en club, avec les Pumas, notre ami Jorge Campos, il va jouer à la fois en attaque et gardien de but, mais il va jamais marquer pour sa sélection. Faut pas déconner quand même. En 1993, le Mexique va disputer la finale de la Copa América contre l'Argentine. Ils vont être battus de 2-1 à cause d'un doublé de Batistuta. Quelques semaines plus tard, la Gold Cup est disputée, remportée cette fois-ci par le Mexique. 28 buts marqués, s'il vous plaît, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Seulement 2 encaissés, c'est très peu, en 5 matchs. 5 matchs. Donc, l'influence de Jorge Campos, à défaut de marquer des buts, elle se voit sur le nombre de buts encaissés qui est vraiment limité. Alors, derrière, il est élu parmi les 3 meilleurs gardiens du monde. Devant lui, il y a Goicoechea, mais il y a aussi le vainqueur Schmeichel, grand gardien européen. Alors, à ce moment-là, on commence un peu à grincer des dents. Parce que du côté de l'Europe, on trouve ça anormal de voir un gardien qui est capable de jouer attaquant. À tel point que l'Espagne va déposer une plainte auprès des autorités compétentes, en gros la FIFA, afin qu'on mette en place une règle pour stopper le massacre, pour stopper la folie et revenir à du football normal. En 1994, la FIFA va écouter les plaintes des grandes sélections, des grandes nations du football, dont l'Espagne, et imposer une règle. Un gardien de but qui est inscrit en tant que tel dans une compétition ne pourra pas évoluer en tant que joueur de champ au fil de cette même compétition.
Jorge Campos, ça y est, c'est officiel, il est cantonné à un poste de gardien de but. Mais calmez-vous. Ça ne va pas l'empêcher d'être le chouchou lors de la Coupe du Monde aux États-Unis. Parce que, comment ne pas tomber amoureux d'un gardien aussi fou que lui, qui est capable de sauter dans tous les sens, de faire des arrêts complètement dingues et d'être imprévisible. C'est simple. Sa vision du poste de gardien, elle est lunaire. C'est très difficile d'être gardien et de jouer comme on le faisait, de prendre autant de risques. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément de pression derrière nous, mais moi, je m'en foutais. Je me suis toujours éclaté sur le terrain et je préférais faire une erreur au-delà de ma surface pour avoir une chance de me rattraper que sur ma ligne. Sinon, c'était but immédiat. J'étais un peu fou, mais je m'amusais beaucoup. Je montais souvent jusqu'au milieu de terrain avec la balle. C'était mon style, j'aimais ça. Heureusement, je n'ai jamais fait d'erreur dans une Coupe du Monde. Campos, il a toujours adoré se faire remarquer, et ce de toutes les manières possibles, que ce soit par des arrêts complètement dingues, ou en prenant des risques sur sa ligne, ou même en sautant pour un plongeon plus qu'inapproprié, plus qu'inutile, alors que le ballon passait 3 mètres au-dessus. Voilà, c'était son style. Mais l'autre façon de se faire remarquer, c'était par ses beaux maillots. Ces beaux maillots bien flashy, bien visibles, qui sautaient aux yeux de tout le monde. Parce que celui qu'on surnommait El Brody, il venait d'une ville de surf. Et le flashy, voilà, ça faisait partie de son existence, de sa culture, de son histoire. Peu importe à quel point on aime ou pas, vous pourrez me dire s'ils étaient moches en commentaire. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'ils étaient tape à l'œil et qu'ils ne laissaient personne indifférent. J'adorais dessiner mes propres maillots, même si je le faisais mal. Mon frère dessinait très bien, il me donnait un coup de main, il me disait « ça oui » ou « ça non ». Mets plus de couleurs ici ou là. Je surfais beaucoup à cette époque. Je me souviens quand j'ai joué le tournoi de Toulon, je m'étais acheté une combinaison fluo en arrivant là-bas. Elle était très moche, mais je m'en inspirais quand même pour mes maillots par la suite. Contexte encore, faut le mettre parce que c'est important. Et on parle toujours de style. Dans les années 90, les amis, les maillots, ils sont hyper amples. Les manches, elles arrivent jusqu'au coude. Bref, faut se projeter. Mais lui, il n'en avait que faire. Il voulait briller d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'on lui a demandé à l'époque si son style plus qu'inhabituel, plus qu'hors du commun, plus que flashy, était un moyen aussi de déstabiliser les attaquants, il a répondu cash sans se cacher avec une énorme transparence. Bien sûr, ils étaient obligés de porter des lunettes de soleil pour m'affronter. Bon, là il fait la petite blague. Mais attention, c'était loin d'être un clown. Il voulait aussi de la performance. Et lors de ce mondial américain, ils sont tombés dans une poule assez costaud quand même. Et ils ont réussi à en sortir, les Mexicains, malgré la présence de la Norvège, malgré la présence également de l'Irlande et de l'Italie, finalistes. Mais ils vont quand même être éliminés en 8e de finale face à la Bulgarie de Stoïkov au tir au but, et ce malgré un arrêt de notre ami Jorge lors de cette séance de tir au but. Il n'a pas grand chose à se reprocher sur cette compétition, mais en tout cas il a brillé aux yeux du monde entier. Tout le monde a vu le phénomène, tout le monde a vu le talent, et forcément tout le monde se l'arrache. Et d'ailleurs il va évoluer encore une saison avec les Pumas de Unam, mais derrière, après 7 ans de bons et loyaux services, il est temps de partir. Notre ami Jorge va prendre son envol et il signe à l'Atlanta Football Club. Et il va vivre une année très particulière, pleine d'émotions et de rebondissements. La World Cup 1994 aux États-Unis, elle a eu pour effet de relancer l'intérêt autour du football. Autour du soccer. C'est les Américains. Autour du soccer, et jusqu'ici, la North American Soccer League avait attiré des grands noms, tels que Pelé ou Cruyff ou encore Georges Best. Mais c'était à chaque fois des échecs cuisants. Alors pour le nouveau projet, on lance une nouvelle ligue, un nouveau nom, la Major League Soccer. Et pour la saison inaugurale, il faut des gros noms, il faut des têtes d'affiche, et parmi elles, évidemment, l'un des noms les plus bankable de l'époque, c'est notre ami Jorge Campos. Et je déconne pas en disant ça, les amis. Quand je dis bankable, Jorge Campos, il a fait partie d'une des campagnes de pub les plus mythiques pour une certaine marque à la virgule. Faut pas citer de nom, c'est comme ça les règles de YouTube. Mais bref, c'était une énorme pub. Essayez de vous rappeler le match Evil versus Angel. Est-ce que vous en rappelez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un terrain en flammes avec des démons qui affrontent en face une équipe composée de la crème, avec des noms hors du commun. Eric Cantona, Luis Figo, Paolo Maldini ou encore Patrick Kluivert. Et le gardien de cette équipe,
Bah, je vous le donne en mille, c'est Jorge Campos. C'est dingue, non? Quand on reprend toute l'histoire du bonhomme, c'est complètement dingue d'être au milieu de tous ces noms. C'est les Los Angeles Galaxy qui vont réussir à attirer notre ami mexicain, mais non sans peine. Franchement, ils se sont donné du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse communauté hispanique qui se trouve en Californie du Sud, et Jorge Campos, c'est un peu le héros dont le club avait besoin. Le 16 juin 1996, il y a cette équipe américaine qui affronte un voisin mexicain, les Rose Bowl de Pasadena, devant 92 000 personnes, s'il vous plaît. Belle audience, beau record pour l'influence dans un stade. Là encore, notre ami Jorge Campos est sur la feuille de match. Il va jouer les 2 matchs. Dans cette rencontre, il va évoluer en tant que gardien de but. Comme d'hab, il va finir en tant qu'attaquant. Et il va même aider son équipe des Galaxies à remporter ce match au tir au but. Bref, vous l'avez compris, du pur Jorge. Ce match-là, qui a gardé toute l'audience parce que les spectateurs qui étaient venus pour voir le premier match sont restés finalement pour regarder les Galaxies. Ça a fait 92 000 personnes dans le stade. C'est encore à l'heure actuelle un record en MLS. C'est complètement dingue. Dans la foulée, notre ami Campos, il va rester aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Et il fait partie des 3 joueurs. Vous savez, les 3 joueurs de plus de 23 ans qui sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques avec la sélection. Donc il fait partie de ces 3 joueurs-là. Et il va même permettre à son équipe de terminer première de la phase de poule à Atlanta. Derrière, les Mexicains vont se faire terrasser par le Nigeria de Nwankwo Kanu et de Okocha, qui vont même finir vainqueurs de la compétition. De retour en club, le petit bonhomme, par son statut grandissant, il commence à avoir des petits caprices, notamment celui de réaliser son rêve, rouler en Ferrari. Le club ne peut rien lui refuser, même si c'est très coûteux, à tel point que ça ressemble un petit peu, cette demande-là, à l'équivalent de tous les salaires cumulés de tous ses partenaires sur toute la saison. On est sur le foot de l'époque, hein. On n'est pas sur les salaires actuels. Mais ils vont quand même le faire. Ils vont dépenser tout cet argent et lui offrir ce beau bolide italien. Mais c'est pas tout. Il a d'autres demandes. Notre copain mexicain, il veut aussi continuer à jouer dans son pays. Aux States, la saison, elle est en décalé. Donc, en termes de chronologie, de timing, c'est possible. Mais ça veut dire pas de vacances. Ça, il s'en fout, notre ami Campos. Il n'a pas besoin de vacances. Tout ce qu'il veut, c'est jouer au football. Celui qu'on surnomme El Chapulín va vivre 2 saisons du côté de la Californie avant de traverser le pays pour se diriger à Chicago, tout en continuant à jouer pour un club mexicain. D'abord Cruz Azul, puis, encore une fois, Las Pumas. Finalement, le rêve américain, il va s'arrêter en 1998, année durant laquelle notre ami Campos va connaître son 2e mondial. Chez nous, en France. Là encore, El Tri va s'arrêter après la phase de poule, en se qualifiant certes, mais en étant éliminé en 8e de finale. Il va voguer de club en club, notre ami Campos, mais il n'aura jamais traversé l'Atlantique. Jamais il n'aura tenté sa chance sur le vieux continent. Ça donne un peu l'impression que le football européen n'était pas pour lui. Il était trop excentrique, trop particulier, trop. Mais à chaque fois qu'il a connu un club, par tous les clubs dans lesquels il est passé, notre ami Campos, il a toujours été dans le 11 titulaire. Parfois, je me trompais, comme tout le monde, mais je gardais la confiance de mes coachs. Parce qu'avant de me tromper, j'avais annulé 5 ou 10 occasions de but de l'adversaire. Il a raccroché les crampons en 2004, mais Jorge Campos, il est tellement amoureux du foot qu'il continue de graviter autour. Il va même être l'assistant du sélectionneur de la sélection mexicaine, un certain Ricardo Lavolpe, et après, il va être commentateur à la télé. Il va aussi participer à des matchs caritatifs en représentant l'équipe du reste du monde. Bref, vous l'avez compris, il gravite autour de tout ça. Mais, grosse dinguerie, cette année, à 58 ans, il a annoncé reprendre sa carrière. Et il va évoluer en 5e division espagnole, s'il vous plaît. Et ça ne s'invente pas, parce que le club qu'il rejoint, il s'appelle El Mexico FC. Soit c'est une bête d'histoire, soit je suis un gros mytho. Dites-moi en commentaire. En tout cas, le joueur, à 58 ans, il aura l'âge très certainement de la majorité des grands-parents de certains jeunes joueurs de l'effectif. C'est fou, il sera certainement pas aussi bondissant, pas aussi virevoltant qu'à l'époque, mais très certainement tout aussi coloré, ça, il faut lui faire confiance. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour l'histoire de Jorge Campos, ce gardien qui a forcé la FIFA à changer les règles du football pour qu'on puisse le canaliser un petit peu, tellement il était bon et tellement il était exceptionnel. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire les amis. Je vous retrouve très vite pour une autre histoire complètement folle, délirante et hors des attentes habituelles qu'on peut avoir dans le monde du football parce que j'adore faire ça avec vous. Ciao.